Un scandale africain fait trembler non pas le peuple français, mais certains politiques. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Pour comprendre les origines de ce scandale africain, faut d'abord que je te pose une question. Est-ce que tu connais Monsieur Bourgi, l'homme qui a tué le candidat à la présidentielle française, François Fillon? 2 costumes payés par un généreux mécène pour un montant de 13 000 €. Oui, un ami m'a offert des costumes en février, dit François Fillon dans les colonnes des Échos ce matin. Et alors, ajoute-t-il, et alors? Et alors, c'est un peu court, jeune homme. On veut des explications, c'est quand même très inquiétant. D'abord, moi je connais personne qui a un ami qui lui offre des costumes à ce prix-là. Par ailleurs, on veut savoir qui est cet ami. Si c'est un ami, un parent, très bien, mais c'est peut-être un homme d'affaires russe, un chef d'État étranger, quelqu'un à qui François Fillon a rendu des services quand il était à Matignon, ou a promis de lui en rendre quand il serait à l'Élysée. Il faut que le candidat Fillon nous dise qui est cet ami pour qu'on se dise « Ah, c'est un vrai ami, c'est par amitié, c'est désintéressé, pas de problème. » Encore que, pas de problème. C'est des costumes qu'il met dans ses meetings, donc c'est du financement de campagne. Attention, c'est 7 500 € le plafond, 13 000 € de costume. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un problème? Fillon doit s'expliquer plus avant, plus en détail, sinon cet ami créera de la suspicion. D'abord, cet ami, c'est un ami très ancien et je conteste le qualificatif que vous lui apportez. Mais c'est lui-même qui a dit... Non, non, c'est un ami très ancien et je conteste le qualificatif, mais bon, après tout, chacun porte son jugement. Deuxièmement, jamais il ne m'a demandé quoi que ce soit. Jamais. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que personne n'a jamais évoqué quelque conflit d'intérêts que ce soit. En revanche, je l'ai dit, j'ai eu tort d'accepter ces cadeaux, je les ai rendus. Mais ma question, c'est est-ce qu'on se sent redevable quand on reçoit un tel cadeau? C'est un monsieur âgé qui n'a plus aucune espèce de responsabilité. Je ne me sentais en aucun cas redevable. Voilà. Bon. Et je rappelle que... Sur ce même plateau, ici en face de vous, oui, il a dit que Robert Bourgi était un vieillard qui ne servait plus à rien. Ce jour-là, monsieur Bourdin, j'ai reçu un appel de ma fille, en larmes. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu as écouté ton ami Fillon chez Bourdin? Je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que tu étais un vieillard, papa. Tu vas pas laisser passer ça. Je lui dis, t'inquiète pas, ma fille. Je me vengerai. J'ai déjà conçu le projet que j'ai réalisé, conduit à sa fin, de niquer François Fillon. Bon, on sait ce que ça veut dire, niquer François Fillon. C'est mieux que clair. tuer. Votre service de sécurité m'a enlevé ma caisse à outils. J'avais la sulfateuse. J'avais le marteau et les clous pour le cercueil de monsieur Fillon. Mais pour vous, j'ai quelque chose, voyez. Je m'attends à tout. Ça sera pas Arnis, ça sera petit bateau. Je vais prendre vos mesures. Vous savez, pour un costume. Oui, mais ça... Quand je me balade sur le net, je vois des vidéos pour apprendre à être un homme alpha, bêta. Tu vois, l'homme qui attire les femmes, l'homme qui attire l'argent, l'homme successful. Et quand je vois ces sujets-là, je me dis que c'est pas seulement superficiel, c'est très enfantin. Parce que la cour des grands ne cherche pas à définir qui est l'homme alpha, qui est le leader du groupe. La cour des grands désigne qui sont les hommes de pouvoir. Et Robert Bourgi, c'est un homme de pouvoir. Robert Bourgi, franco-libanais né à Dakar, est un nom incontournable dans le rapport de la France au continent africain. Incontournable de la France-Afrique. Son rôle est résumé en quelques mots par un journaliste spécialisé, ici en 2011. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Élysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Homme d'affaires, entremetteur, simple avocat, éminence grise, conseiller occulte ou porteur de valise, ou tout à la fois, difficile de laisser Robert Bourgi dans une seule case. Il était proche des présidents africains de la région subsaharienne. En premier lieu, Omar Bongo, ancien président gabonais, qu'il appelait papa. Proche aussi des présidents français, à commencer par Jacques Chirac. C'est ma première lettre à Jacques Chirac. Elle date de... C'est la première réponse de Jacques Chirac, 3 décembre 1976. J'étais professeur à Cotonou. Oui. Il est considéré comme l'un des successeurs du Monsieur Afrique de la France, Jacques Foccart. C'est son mentor en tout cas.
Cette France-Afrique, il a voulu la faire tomber en 2011. Il sort des affaires contre ceux qui l'auraient mis de côté. Il répond ici à David Delos sur le plateau de TV5 Monde en 2011. Je ne crains absolument pas les procédures qui pourraient être déclenchées contre moi, tant par M. Chirac que par M. de Villepin. Je veux aussi une France propre, à gauche comme à droite. Les accusations contre de Villepin et Chirac seront classées sans suite par la justice. Beaucoup des politiques de droite comme Bockel ou Fillon n'ont guère apprécié ces sorties médiatiques ou ces intrigues de cour. Alors pourquoi parler de nouveau dans un livre? Robert Bourgi a-t-il tout dit? Sans doute pas encore, si l'on en croit son éditeur. Tu l'auras compris, on joue pas dans la cour des petits, dans la cour des rêves, où on s'imagine être quelque chose. Là, on joue dans la cour des grands. Et la cour des grands, elle est dangereuse, parce qu'elle est remplie d'hommes de pouvoir, d'hommes d'influence. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que Robert Bourgi faisait pour ne pas avoir peur d'un ancien président de la République française, l'une des plus grandes nations au monde? Eh bien tout simplement parce que l'homme disposait d'une arme de destruction massive, de la nitroglycérine, comme il le disait. Sauf que vous ne les publiez pas. Non. Pourquoi? Parce je vais que vous dire pourquoi. C'est de la nitroglycérine? C'est explosif? Je crois que la nitroglycérine, c'est une boule puante à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit pétard. Si ces mémoires devaient paraître aujourd'hui, comme m'a dit dernièrement un homme politique de premier plan de notre pays, qui avait lu quelques passages, je lui ai dit, tiens, tu n'as qu'à lire. Le lendemain, il m'a appelé à la première heure du jour. Il m'a dit, il faut que je te voie. Je suis allé le voir, il me dit, Robert, je t'en supplie, si ces mémoires paraissent, tout un pan de la classe politique française va à la retraite immédiatement. Alors, ça fait 400 pages, si je suis bien 400 informé. pages. C'est dans un coffre-fort quelque part, là, non? Ça a disparu. Il y a un exemplaire chez Robert Laffont, il y a un exemplaire chez Valdiguier, il y en a un chez moi. Laurent Valdiguier du Journal du Dimanche qui a coécrit avec vous. Donc il y a 3 exemplaires. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas trop m'embêter. Hein? Non, pas du tout. Sinon, j'ai sous la main une bombe atomique. Je dois vous dire quand même que le titre des mémoires a été choisi. Ils savent que je sais tout. C'est le titre de... Voilà. On entend bien le message. Je suis là et j'observe. J'observe, vous savez, je m'amuse. Un dernier mot. C'est quand même incroyable, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est un homme de pouvoir. Il a dit « J'observe et je m'amuse ». Et ce livre, ils savent que je sais tout. Il l'a enfin sorti. L'élément qui m'a le plus choqué dans le livre concerne la partie de la Côte d'Ivoire. C'est un sujet extrêmement sensible. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme son nom l'indique, tu vois. Déjà, le nom, il est hyper classe, tu vois. Côte d'Ivoire, tu vois, c'est le nom le plus classe de tous les pays du monde. Mais c'est aussi le centre économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça rigole pas. Et tu vois, en 2000, Laurent Gbagbo avait été élu président. Et chaque année, il y avait des tentatives de coup d'État, il y avait des rebelles qui arrivaient. Pourquoi? Parce que le pouvoir français n'aimait pas trop Laurent Gbagbo. Il n'aimait pas son discours. Il voulait être un petit peu égal à égal. Enfin bref, tout était fait pour faire tomber Gbagbo. Et c'est là que la nitroglycérine est sortie. Tu vois, mets-toi à la place d'un président. Chaque année, tu as des rebelles qui viennent dans ton pays et qui sont financés, approuvés par une grande puissance. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de mettre la grande puissance dans ta poche, d'être en bon terme avec elle, parce que tu sais que toi, tu t'aimes pas. Raison pour laquelle Robert Bourgi avait un message pour Laurent Gbagbo.
que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. 3 millions de dollars. C'était la rançon pour être tranquille, ne pas avoir de coup d'État dans ton propre pays. Et tu vois, en France, les campagnes électorales, elles ont un coût. Raison pour laquelle on va chercher de l'argent partout, tu vois. C'est pas en vendant des t-shirts que tu peux financer ta campagne. Et dans toute campagne électorale, le nerf de la guerre, c'est pas les idées, c'est pas les personnes. C'est l'argent, comme dans toutes les guerres d'ailleurs. Mais cette rançon de 3 millions de dollars, elle avait une limite. Et cette limite s'appelait Nicolas Sarkozy. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. En réalité, Laurent Gbagbo, il pensait que lorsque Nicolas Sarkozy serait élu président de la République, les choses s'apaiseraient entre eux. Mais en réalité, c'était tout le contraire. Sarkozy ne voulait pas de Gbagbo et il lui a proposé une porte de sortie honorable que Gbagbo a refusée. Raison pour laquelle Nicolas Sarkozy était sur les nerfs et qu'il a voulu vitrifier.
J'avais jamais entendu cette expression. Mais en entendant les mots, on sent que ça veut dire beaucoup. Malheureusement, moi, ce qui m'a frappé à cette époque, je fais une petite parenthèse, c'est que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu la vie à cause de cette histoire-là. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal à démêler le vrai du faux. C'est la raison pour laquelle je demande aux Ivoiriens de nous éclairer en commentaire. Mais là où l'histoire devient percutante, c'est quand Laurent Gbagbo avait pensé que sa rançon de 3 millions de dollars créerait un lien d'amitié entre lui et Jacques Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. On se croirait dans un film de Martin Scorsese. Et tu vois, à la fin du film, Laurent Gbagbo se retrouve 8 ans en prison. Je me souviens de son procès à La Haye, tu vois. C'était impressionnant de voir un ex-chef d'État devant un tribunal. Et en général, c'est souvent les chefs d'État africains ou ceux, tu sais, de Serbie, etc., qui se retrouvent devant les tribunaux internationaux. C'est pas George W. Bush. Mais tu vois, dans ce film, ce qui m'avait marqué, c'était le moment de retournement de veste. Et ce moment de retournement de veste, c'est Dominique de Villepin, qui était l'interlocuteur pour les 3 millions de dollars, qui l'a interprété avec brio. La situation est toujours très tendue en Côte d'Ivoire. Dans le Figaro ce matin, Laurent Gbagbo dénonce un complot mené par la France et les États-Unis. Est-ce que la France ne lui a pas fourni ces dernières semaines des arguments pour dénoncer, comme il le fait, cet interventionnisme ? La France, comme les autres pays occidentaux, comme la plupart des pays africains, a fait preuve de fermeté. Sauf que la France, c'est l'ancienne puissance coloniale qui a 15 000 Français sur place et que Nicolas Sarkozy était très insistant. Oui, mais la France est dans son rôle quand elle fait preuve de fermeté, quand elle défend la légitimité démocratique. La vraie question aujourd'hui, c'est comment fait-on pour aboutir? Est-ce que nous devons privilégier des moyens de force ou est-ce qu'il faut persévérer, insister avec détermination pour utiliser tous les moyens pacifiques permettant de faire comprendre à Laurent Gbagbo et aux siens qu'il ne peut pas rester au pouvoir et qu'Alassane Ouattara est le président élu de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Nicolas Sarkozy a eu... Je me demande ce que devait penser Laurent Gbagbo quand il était dans sa cellule, tu vois, par rapport à cette double trahison. Et en réalité, Laurent Gbagbo a été victime d'une théorie. La théorie qui est la pire qui soit. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie de la tâche? Non? Jamais? Mais t'as bien raison. Pourquoi? Parce que c'est encore une théorie que je viens d'inventer. La théorie de la tâche, c'est quoi? Tu vois, Laurent Gbagbo a été victime, ou plutôt un outil pour étancher la soif d'ambition d'une autre personne. Et dans ce cas-là, il a étanché la soif d'argent de Jacques Chirac.
C'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires. Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales? Si je vous dis, Monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un qui a une grosse soif d'argent t'implique dans ses larcins, dans ses magouilles, t'es taché. Et je pense que la meilleure illustration de la théorie de la tâche, c'était les affranchis. Ne me dis surtout pas que tu ne connais pas le film Les Affranchis, un film de Martin Scorsese, avec Ray Liotta, le beau gosse, avec Joe Pesci, je sais pas comment on dit, mais un acteur de malade, et avec Robert De Niro. Ce film, c'est une légende, tu vois. On n'en fait plus aujourd'hui des films comme ça. Aujourd'hui, c'est des films très superficiels, faut que ça chiale, faut qu'il y ait de l'émotion, de l'émotion fabriquée. Les Affranchis, c'était un vrai film. Un film qui respirait la vérité de la nature humaine. Et tu vois, à un moment dans le film Les Affranchis, il y a Maury. N'achetez pas de perruques qui vous lâchent au premier courant d'air. Les perruques Maury ne vous laissent pas en rade. Même dans l'eau, elles tiennent. Qui vient vers Henri, interprété par Ray Liotta. Et il lui dit qu'il y a moyen de faire un gros coup, un gros braquage de 6 millions de dollars chez la Lufthansa, la compagnie aérienne allemande. Henri en parle à Jimmy, qui est interprété par Robert De Niro. Et Jimmy commence à établir tout un plan professionnel pour braquer la Lufthansa. Et il y implique plein de personnes, tout son clan. Et par la suite, c'est un franc succès. 6 millions de dollars. The airport. The FBI says $2 million. Port Authority police say $4 million. The city cops say 5. On en parle même dans les journaux télévisés. Good evening. December 11th may go down as the day of the biggest robbery in our country's history, and it happened right here in New York. Somewhere between $3 and $5 million in cash and valuables was taken from the Lufthansa cargo terminal out at Kennedy. Bref, tout le monde était heureux. Tout le monde était content. Mais Jimmy, il a commencé à devenir paranoïaque. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de ces gars qui ont commencé à acheter des produits de prestige, des produits qui se voyaient. J'ai quelque chose à compter. Bien. Elle est splendide, non? Je l'ai achetée pour ma femme. C'est un coupé. J'adore cette pièce. Ça va pas, t'es malade? C'est pas la peine de t'énerver comme ça. Pas la peine de m'énerver, t'es porté. Mais putain, on a 1 milliard de flics au cul. Tout le monde nous surveille et toi, t'achètes ta voiture à la coupe. Elle est au nom de moi. Enlève ça. J'ai pas dit de rien acheter qui se remarque. J'ai pas dit qu'il fallait pas attirer l'attention. En 2 jours, il y en a un qui achète une Cadillac et l'autre un bison de $20 000. Tu te ramènes.
Et là, Jimmy, il est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment qu'on pourrait remonter jusqu'à lui. Pourquoi tu t'énerves, Jimmy? Pourquoi je m'énerve? Mais putain, parce que tu vas tous nous faire choper, c'est pour ça que je m'énerve. T'as une case de vide? T'es pas bien? Je demande pardon. Ça va pas à la tête? Et là, la paranoïa de Jimmy a atteint son pic maximum. Et il prend la décision de buter chacun de ses complices. En commençant par Starks. Il est 11h30, on avait rencard ici, on devait être là-bas à 9h. Merde, je suis prêt dans une toujours en retard, même pour ton enterrement, t'étais à la bourre. Ensuite, c'est au tour d'Omori, le gars qui les avait tuyautés pour le braquage. D'accord, on va parler, qu'on en fasse. Très bien. Je te jure, pour râper les bonbons, t'es champion toute catégorie. Qui est-ce qui t'aime autant que moi, hein? Tout ce que tu veux, je le ferai. J'ai cru qu'il s'arrêterait jamais de Jack Teddy. Après, c'est le mec à la Cadillac rose, mort avec sa femme dans la voiture. Et Frankie Carbone, tu vois le mec là avec la Jackson 5. Ça va? Frankie Carbone. Comment ça va? Il était mort dans un camion réfrigérique. Bref, tu me corrigeras. Mais ce que je veux dire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que tu vois, à la fin, tous ceux qui ont participé, qui ont mis une main dans la magouille, étaient tachés. Et le problème de la tâche, c'est quoi? C'est que la tâche, au fond, c'est une somme de culpabilité. T'es coupable. T'as participé au larcin, à la magouille. Mais en même temps, il y a aussi un sentiment d'inquiétude qui t'habite. Et la fusion de ces deux éléments, tu vois, fait que la tâche, au cours du temps, ne cesse de s'agrandir. La culpabilité, l'inquiétude. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment, la tâche, elle est de plus en plus visible, aux yeux de tous. Et c'est là qu'arrive la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Moi, je te parle pas de celle que tu vois dans les vidéos de développement personnel, tu vois. C'est super, yes. Mais on s'en fout de celle-là. Moi, je te parle de l'autre. Celle de la vraie vie. Celle où, quand ta tâche a tellement grandi et qu'elle en devient visible, il y a quelque chose qui t'arrive. La chose que tu voulais éviter te fonce en pleine gueule. J'ai un exemple pour ça. Tu vois, quand j'étais petit et que je vivais encore à Bruxelles, en Belgique, il y avait la société des transports qui s'appelle la STIB. Et tu vois, moi, chaque mois, j'achetais mon abonnement. Je payais. Et un jour, je suis sorti sans mon abonnement. J'avais oublié de le prendre, j'ai oublié à la maison. Mais je devais aller à un lieu extrêmement important. Et je savais qu'il y avait constamment des agents de la STIB qui étaient là, présents pour vérifier si tu avais ton abonnement, ta petite carte. Ce jour-là, je ne l'avais pas. Et au fond de moi-même, je me sentais coupable. Au fond de moi-même, il y avait une inquiétude décente qui grandissait de plus en plus au fur et à mesure du temps. Je n'étais pas bien à l'intérieur. J'avais une tache sur moi. J'étais coupable de ne pas avoir pris mon abonnement. Et bizarrement, à un moment donné où je me disais, je sens qu'à la prochaine station, ils seront là. Tous les agents de la STIB, avec des keufs, étaient là. Ils sont montés dans le tram. J'aurais dit, j'ai rien. Ils m'ont fait descendre, les flics autour de moi, bref, comme si j'étais, je sais pas moi, Jimmy. Et là, j'ai dû payer une amende. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu vois, quand tu as une tâche, il y a nécessairement quelque chose qui vient vers toi. Raison pour laquelle, dans le film Les Affranchis,
Jimmy a voulu se débarrasser de tous ses complices. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous des tâches. Et la tâche était de plus en plus grande. Ce qui faisait qu'on aurait pu remonter à lui. Donc il s'en est débarrassé sans aucune émotion, sans aucune pitié. Et dans le fond, ce qui est arrivé dans le film Les Affranchis est également ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a eu une tâche lorsqu'il a accepté, malgré lui, et on peut le comprendre dans sa situation, de verser 3 millions de dollars. En versant ces 3 millions de dollars, il a mis un doigt dans la magouille. Et la tâche a commencé à circuler. Et De Villepin, Jacques Chirac, ils ne le voyaient pas comme un ami, comme un gars qui leur a donné de l'argent pour les aider. Non. Ils l'ont vu comme une tâche, comme un complice qui pourrait faire en sorte qu'on remonte jusqu'à eux. Donc, se débarrasser de la tâche va dans leur sens. Et c'est ça le principe, tu vois. Il y a une citation arabe que je veux que tu retiennes toute ta vie. Elle est courte, mais qu'est-ce qu'elle est puissante. La citation, c'est « Sois sans tâche ». C'est con, non? Sois sans tâche. 3 mots. 3 mots qui valent 3 millions de dollars. Parce que tu vois, les gens qui t'entraînent dans leur magouille savent pertinemment bien que tu vas être taché. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'une tâche, tu vois, ça ne cesse de grandir avec le temps. C'est un mécanisme universel. Tu peux pas arrêter la tâche. Raison pour laquelle tu dois être sans tâche. Et quand tu comprendras cela, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu vois, je pense que les films, c'est un petit peu comme des livres. Il y a des choses qui peuvent nous éduquer, notamment Les Affranchis. Ray Liotta, pauvre homme, il est mort, mais ce mec avait vraiment la classe, tu vois. Et j'adorais aussi Joe Pesci, tu vois, le petit nerveux. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi c'est mon genre de film, tu vois. Boum, des films de bonhomme, des films qui racontent quelque chose authentique. Mais faut aussi dire que des événements politiques, des choses qui se passent dans la vraie vie, nous apprennent aussi des choses, comme dans les livres. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis pas là pour juger Laurent Gbagbo ou Jacques Chirac ou De Villepin. T'auras compris. C'est pas l'essence de la vidéo. L'essence, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que je peux en extraire pour ma vie à moi? Et c'est ça que je veux. Je veux qu'à travers cette histoire, tu en retires l'essence qui va t'aider dans ta vie à toi. Parce que la vie, elle est courte. Le temps, il passe de plus en plus vite. Moi, je me rends pas compte, mais je me dis, mais attends, mais un an, c'est comme un mois, quoi. Et j'arrive pas à ralentir ce temps. Raison pour laquelle faut vivre chaque instant de la plus belle des manières. Et la plus belle des manières, c'est quoi? C'est être blindé défensivement contre tous ceux qui essaieraient de te mettre des tâches. Parce que la tâche, elle ne te permet pas d'aller de l'avant. La culpabilité, l'inquiétude qui colonisent ton esprit petit à petit font que cette tâche un jour sera visible. Et là, la loi d'attraction arrive et pouf, tu te le prends en pleine gueule. Comme moi avec mon abonnement. Raison pour laquelle j'aimerais que tu écrives en commentaire 5.
Pourquoi 5? Tout d'abord, c'est une signature entre nous, un contrat mutuel. En écrivant 5, tu démontres que tu fais partie des 5% des gens qui auront été jusqu'au bout de la vidéo. Et ensuite, le deuxième alinéa dans notre contrat mutuel, c'est quoi? C'est qu'en écrivant 5, tu décides d'être sans tâche. Ce qui signifie ne rentrer dans aucune magouille. Être loin des larcins, etc., etc. Tu veux être sans tâche. Parce qu'en étant sans tâche, c'est là que tu peux faire naître la vraie, la meilleure version de toi-même.